Nous avions consacré notre première vidéo au mois de mai 2019 à Hervé Ryssen. Dans cette vidéo, nous avions montré que cet antisémite frénétique était à la fois incohérent et impuissant. Nous avions également montré combien ce Ryssen était profondément confusionniste. Nous pensions donc que nous en avions fini avec ce zozo d'extrême droite. Mais non. Voici que Ryssen publie une vidéo dans laquelle il oublie un peu les juifs pour se tourner vers les musulmans, les Algériens, et en particulier les Kabyles. Je ne sais pas pourquoi. Au fond, certains pourraient dire que ce que raconte Ryssen ne mérite ni une réponse, ni même un crachat. Mais la vérité est que la quantité gigantesque de mensonges, de calomnies, d'erreurs ou de falsifications historiques si nombreuses dans les livres, à la télévision, au cinéma, dans les journaux ou sur Internet, qu'il nous semble à nous nécessaire, dans la mesure du possible, d'y répondre. D'autant plus que, hélas, presque personne de notre communauté nord-africaine ne s'en préoccupe, ni ne semble comprendre la gravité de la chose et les redoutables conséquences, pour nous, nord-africains, que cela augure. Le propos d'Hervé Ryssen est tout à fait conforme aux pauvretés idéologiques ordinaires chez les merdes d'extrême droite. C'est pourquoi il convient toujours de les corriger systématiquement. Eh bien, nous allons commencer par regarder un petit extrait, pour commencer, de la vidéo de Hervé Ryssen, dans laquelle il va présenter deux livres en particulier qui vont nourrir la suite délirante, enfin habituelle, quoi, de l'extrême droite, mais pleine de fausseté historique que nous allons nous faire un devoir de corriger. Salut à tous, on est le dimanche 25 août et c'est un nouvel épisode de Culture et Revolver. Je vais vous présenter deux livres qui ne sont pas récents et puis une revue que vous connaissez déjà. Alors, en ce qui concerne les livres, Pierre Riffaut, Yakouren vous accueille, Souvenirs de Kabylie et d'ailleurs, c'est sur la guerre d'Algérie. J'ai acheté ça d'occasion il y a quelques mois. Alors, j'aime bien ce genre de livre parce que ce sont des témoignages qui ont l'air d'être le fait de gens honnêtes. Ils racontent les choses telles qu'ils les ont vues, en l'occurrence pendant la guerre d'Algérie, on est en 1957. Ce Pierre Riffaut, visiblement, n'est pas politisé. Bon, il a bien quand même quelques doutes sur les bienfaits de la politique du général de Gaulle concernant l'indépendance de l'Algérie. Je vous lis ce qu'il dit à la fin. Le général de Gaulle s'y est pris maladroitement, surtout avec les pieds noirs, qui j'espère ne m'en voudront pas de raisonner ainsi, pour déclarer par la suite, en les trahissant, l'indépendance de l'Algérie. Mais je crois que c'était dans la logique de l'évolution, il a certainement eu raison de le faire. Peut-être pas très adroitement. Alors vous voyez le style, d'après le style, on voit que c'est son seul livre, hein, c'est pas un grand intellectuel. Mais je vous le répète, ça a l'air d'être quelqu'un d'honnête, et c'est ça qui m'intéresse. Bien, voilà. Donc, Hervé Ryssen a trouvé deux bouquins d'occasion. Super. Le tout premier concerne la guerre d'Algérie. Et un deuxième concerne une autre histoire que nous verrons ensuite sur le statut des femmes musulmanes. Bon. On va commencer quand même par le début, c'est-à-dire par ce premier livre. Alors, il nous dit... Ce bouquin, ce livre a été écrit par un type qui est un soldat, vraisemblablement, et qui raconte ses souvenirs de la guerre. Ma foi, pourquoi pas. Et Ryssen nous dit que c'est écrit par quelqu'un qui n'a pas de préjugés politiques, etc. Sans déconner. Dès le début, on sent bien que c'est exactement le contraire. C'est encore un espèce d'abruti cornichon d'extrême droite qui vient donner son avis. Or, le titre intéressant, il fait référence à Ya'akouden, pour ceux qui connaissent, c'est en Kabylie, et c'est une région connue pour sa forêt, hein, forêt d'Ya'akouden.
C'était en pleine wilaya 3 pendant la guerre d'indépendance. Bien. Bon. Rissen a à peine parlé 2 minutes. Il a cité l'auteur là qui veut nous présenter. Et en 2 secondes, ils ont pu donner la plus grosse, la plus stupide, le plus stupide mensonge d'extrême droite, qui est que le général de Gaulle aurait, premièrement, trahi les Pieds Noirs, et que, deuxièmement, il aurait donné l'indépendance à l'Algérie, comme ça, gratuitement, parce qu'il est gentil. Le général de Gaulle a peut-être donné quelque chose à sa mère ou à sa grand-mère, mais certainement pas l'indépendance à l'Algérie, en aucune façon. Bien, c'est un point important parce qu'on le retrouve répété sur tous les tons, mais toujours sur un ton comme ça, définitif, péremptoire, d'incompétent. Hein. Ils cachent leur incompétence par de l'arrogance, toujours, toujours, toujours. Bien. Il est faux de dire que le général de Gaulle a donné l'indépendance à l'Algérie, en aucune façon. L'indépendance de l'Algérie a été obtenue par le sacrifice du peuple algérien. Point à la ligne. Tout reste, c'est du baratin. Mais, soyons un peu plus précis. Le général de Gaulle est revenu aux affaires, comme on dit, en mai 1958. Ce qui signifie que la guerre d'Algérie était déjà commencée depuis, disons, 4 ans. Depuis le 1er novembre 1954. Mais comment est-ce que le général de Gaulle est revenu au pouvoir? Eh bien, il est revenu, d'abord, parce que la 4ème République ne s'en sortait pas, hein, aucune solution, de pire en pire, et que les soutiens du général de Gaulle, mais aussi une partie de l'appareil militaire, mais également le soutien une bonne partie des Pieds Noirs, voulaient son retour. Mais ce retour a été obtenu comment? Il a été obtenu par un quasi-coup d'État. C'est ce que les gaullistes ont appelé l'opération Résurrection. Ceux qui veulent en connaître le détail, franchement, il y a des tonnes et des tonnes de bouquins qui en parlent. C'est une opération menée par les gaullistes et une partie de l'appareil militaire pour faire croire que si la 4ème République ne se démettait pas, si on ne rappelait pas le général de Gaulle au pouvoir, il y allait avoir une intervention militaire, c'est-à-dire que les parachutistes allaient quitter Alger pour débarquer en métropole. Bien. Et une partie de l'opération avait commencé, hein, puisque une partie de l'armée française avait quitté l'Algérie pour rejoindre la Corse. Hein, c'était pour faire pression. Donc en fait, c'est un coup d'État. Alors, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de... Parce que, bon, le pouvoir qui était en place pour la 4ème République n'a pas tenu. Hein, il s'est effondré assez rapidement. Et donc, le président René Coty, qui a donc été le dernier président de la 4ème République, a appelé le général de Gaulle. Bien. Ça signifie que le général de Gaulle voulait revenir au pouvoir. C'est pas les circonstances, l'homme providentiel, pas du tout. C'est organisé. Le général de Gaulle et les gaullistes ont utilisé les circonstances pour revenir au pouvoir. Voilà, très bien. Jusque-là, tout est OK. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? S'il était vrai que le général de Gaulle voulait donner l'indépendance à l'Algérie, mais il l'aurait fait tout de suite, réfléchissez 2 secondes. Pourquoi s'emmerder à rajouter 4 années de guerre, c'est-à-dire à partir du retour du général de Gaulle, c'est-à-dire en mai 58, jusqu'en mars 62, puisque le cessez-le-feu date de mars 62, et l'indépendance d'Algérie de juillet 62. C'est absurde. S'il avait voulu l'indépendance, il l'aurait fait tout de suite. Moi, admettons qu'il ne puisse pas le faire dès mai 58. Bah, il l'aurait fait en septembre, en décembre, en janvier 59, etc., etc. Il ne l'a pas fait, évidemment. Non seulement il ne l'a pas fait, mais tous les témoignages, tous les historiens, tout le monde est d'accord, tous les témoins de l'époque, sont d'accord pour dire que les 4 années, à partir de 58 jusqu'au cessez-le-feu de mars 62, ont été les pires de la guerre d'Algérie, ont été les plus violentes, les plus dures. Ça a été, le général de Gaulle a mis le paquet. Bien, il a mis le paquet pour quoi faire?
pour donner l'indépendance à l'Algérie? Non, il a mis le paquet pour gagner, pour liquider la LN et le FLN. Évidemment, c'était ça son but, il n'y avait pas d'autre. Voilà. Mais, comme chacun sait, il n'y est pas arrivé. Alors souvent on nous dit oui, mais militairement, le FLN, la LN a été vaincu. C'est en partie vrai, mais juste en partie. C'est-à-dire que il est vrai que le passage à tabac sur les wilayas de l'intérieur, il y avait 6 wilayas, les wilayas de l'intérieur ont été bien matraqués. Mais la LN existait toujours. Elle existait comment? Elle existait, par exemple, en Tunisie et au Maroc. C'est ce qu'on a appelé l'armée des frontières, qui se comptait par dizaines de milliers d'hommes. Jamais la LN a été complètement liquidée. Pas du tout. Pas du tout. Bien. Mais surtout, si sur le plan militaire, le FLN n'avait pas, à proprement parler, gagné. Ce qui d'ailleurs n'a jamais été son but. Genre, dès le début, le FLN a annoncé qu'il savait parfaitement qu'il n'avait pas gagné militairement. C'était pas le but. Le but était de créer une situation politique, militaire, diplomatique, sociale, psychologique qui allait entraîner l'indépendance d'Algérie. Et sur ce plan, le FLN a eu 10 sur 10. Ils ont laminé complètement l'État français. C'est une évidence. Bon. Et c'est ce que, au final, le général de Gaulle a été obligé d'admettre. Mais, soyons précis. Le général de Gaulle a constaté que si militairement, la France avait plus ou moins, c'est vraiment plus ou moins, sur militairement gagné, mais je répète, c'est tout relatif. L'armée de la LN était massivement implantée en Tunisie et au Maroc. Donc il y avait de la réserve. Mais le général de Gaulle a admis tout à fait publiquement, et ça il suffit de lire, quand je dis publiquement, plutôt en privé en réalité. Mais il faut lire par exemple Alain Perfit, dans la série de livres qu'il a fait qui s'intitule C'était de Gaulle, dans lesquels il rapporte les conversations qu'il a eues avec le général sur l'ensemble de sa vie politique, depuis la résistance jusqu'à au moment où il a quitté le pouvoir en 69. Le général de Gaulle admettait en privé, notamment avec Alain Perfit, il admettait que par exemple sur le plan diplomatique, le FLN avait massacré la diplomatie française. Il le reconnaissait. La France a été vue comme une espèce de malfrat, un pays, comme on dirait aujourd'hui, selon les catégories américaines, rock state, État voyou, par tout le monde. Et pas seulement par les gens du tiers-monde ou par les Arabes. Non, non, par tout le monde. Que ce soit en Allemagne de l'Est, que ce soit en Allemagne de l'Ouest, que ce soit dans tous les pays d'Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Chine, en Union soviétique, n'importe où, la France était considérée comme un pays de sauvages, un pays criminel, qui en plus allait perdre. C'est-à-dire que ce qui faisait rire le monde entier, c'est que ils s'entêtaient à commettre des crimes, mais tout ça, évidemment, au nom des valeurs de la République et au nom des droits de l'homme, ça, toujours. Bon. Mais qu'en plus, c'était évident qu'ils allaient perdre. Il n'y avait aucune raison qu'ils restent en Algérie. De même façon qu'ils s'étaient commencé à s'entêter au Vietnam, en Indochine, on disait à l'époque, jusqu'à la bataille de Dien Bien Phu, 1954, où le général Giap et ses troupes ont liquidé les dernières positions françaises. Ça allait se passer de la même façon, non pas sur le plan militaire, mais sur le plan politique, diplomatique, etc. Bref, au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Le général de Gaulle a été dans l'obligation de tirer les conséquences du conflit. D'accord? Certes, militairement, la France dominait le terrain, mais il faut quand même faire 2-3 rappels. Vous savez combien de soldats français ont fait la guerre d'Algérie? 2 millions. Vous entendez bien? 2 millions.
Savez-vous combien il y avait en permanence, je dis bien en permanence, l'effectif de l'armée française en Algérie? 500 000 hommes en permanence. Vous imaginez 500 000 hommes? C'est beaucoup plus que ce qu'il y avait comme troupe allemande en France pendant l'occupation. Hein. Mais très largement. Hein. Bien. Et encore, là, je ne parle que des militaires. Ce à quoi il faut ajouter les policiers, les fonctionnaires, etc., etc. Bon. Donc, en permanence, 500 000 hommes. Avec tous les moyens modernes. Avions, bateaux, etc. Plus, et ça, c'est une chose qu'il faut savoir, le soutien de l'OTAN. Puisque la France étant membre de l'OTAN, elle avait le soutien militaire de l'OTAN. D'ailleurs, il y a quelques années, le président Erdogan l'avait fait remarquer. Il avait fait remarquer que malheureusement, la Turquie, qui était membre de l'OTAN, avait participé aux activités militaires françaises en Algérie par le biais de l'OTAN, en fournissant des avions, etc. Voilà. Donc, la disproportion militaire était gigantesque. C'est même incroyable qu'ils aient mis autant de temps pour réduire les wilayas, pour réduire les moudjahidines. C'est incroyable. Avec tous les moyens qu'ils avaient, ils sont même pas parvenus à le faire. Bon. Mais disons, mettons de côté la question militaire, disons que c'était le point favorable au général de Gaulle, à la France. Mais tous les autres, comme j'ai déjà dit, c'était au rouge. C'était la défaite. Sur le plan diplomatique, j'ai déjà dit, sur le plan politique, sur le plan symbolique, enfin, etc., etc., etc. Voilà. Donc, quand arrive 1960, etc., le général de Gaulle commence effectivement à se dire que bon, bah, les carottes sont cuites. Ça va être très difficile. Et par ailleurs, une des raisons aussi qui ont poussé le général de Gaulle à tirer les conclusions, c'était aussi le comportement des pieds noirs. Hein, c'est-à-dire des représentants politiques pieds noirs qui étaient d'authentiques fanatiques. Des fanatiques. Hein. Et ils disaient, bon, bah, à partir comme ça, on va pas y arriver. Parce que s'ils veulent pas faire de concessions, veulent pas admettre l'Algérie algérienne, etc., ça va être compliqué. Et de fait, hein, ça a été compliqué. Bon. Mais ensuite, est-ce que, comme le disent les gens d'extrême droite, est-ce que le général de Gaulle a bradé l'Algérie? Pas du tout. Le général de Gaulle a fait tout ce qu'il a pu pour conserver les intérêts français en Algérie. Et il y est parvenu largement. En bonne partie, en tout cas. Sur deux plans. Sur la question du pétrole. Comme vous le savez, tout d'abord, le général de Gaulle avait proposé de ne pas inclure le Sahara dans le nouvel État algérien. Sous prétexte que le statut juridique du Sahara était différent du statut juridique des 3 départements français d'Algérie. Hein. Bon, c'est un peu technique, mais ils ont tenté de jouer là-dessus. Bon, évidemment, le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, le FLN, a évidemment dit qu'il n'en était pas question. Donc ensuite, ils ont dû admettre que l'État algérien, le nouvel État algérien, était donc souverain, y compris sur le Sahara. Bien, pour le FLN, c'était une victoire. C'était réglé, c'était une victoire. Ils voulaient la reconnaissance de la souveraineté sur la totalité du territoire. C'était acquis. Bien. Néanmoins, il y a eu les Français ont quand même réussi à conserver le contrôle du pétrole saharien. D'accord. Et ça a duré plus de 10 ans de plus, entre 62 jusqu'aux années 74, 75, j'ai plus les dates exactement en tête, lorsque le président Boumedienne a nationalisé le pétrole. Et que les Algériens ont modifié les parts. Hein, parce que la part que touchait l'État algérien sur le pétrole, c'était presque rien du tout. Hein. Pour ceux qui veulent connaître le sujet dans le détail, je leur conseille de lire le livre de M. Houssine Malti, qui s'appelle « L'histoire du pétrole algérien » et qui est apparu aux éditions de la Découverte, dans lequel il raconte toute cette histoire, hein, la création
de la Sonatrach, le conflit permanent avec la France. Conflit qui a pris toutes sortes d'aspects hein, sur la question du pétrole. Ça a été diplomatique, politique, mais aussi un affrontement entre services secrets hein, qui a fait beaucoup de morts. Il faut le savoir ça. Donc je vous conseille de lire le livre de M. Hossein Malti. Bien. Mais il n'y a pas eu que ça. Les Français ont obtenu, le général de Gaulle a obtenu, lors des accords d'Évian, par exemple, de conserver des bases militaires en Algérie. Alors, il y avait la base maritime de Mers el-Kébir, qui finalement a été abandonnée au bout de quelques années, mais ils l'avaient obtenu dans le traité, dans les accords. Mais également, ils ont obtenu la conservation de bases secrètes dans le Sahara. Bases secrètes qui ont été, dont l'existence a été révélée que tardivement, notamment par M. Pierre Messmer, dans les années 80. Pierre Messmer qui avait été à la fois ministre de la Défense de Gaulle, et puis ensuite Premier ministre. Il avait révélé qu'il y avait eu des bases secrètes qui s'occupaient de questions un peu tordues, nucléaires, chimiques, enfin toutes ces merdes, en Algérie. C'est-à-dire que l'État algérien a été contraint de l'accepter. C'est ça une négociation. Il n'y a pas eu de braderie. Il n'y a pas eu de braderie. Les Français ont obtenu ce qu'ils ont pu obtenir. C'était un rapport de force. Et les Algériens ont obtenu ce qu'ils ont pu obtenir dans la négociation. Il faut savoir que, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Algérie indépendante, des questions politiques qui ont animé le mouvement national à l'indépendance et après, que beaucoup de gens ont reproché à la délégation algérienne aux accords d'Évian d'avoir cédé autant. Hein, la délégation était commandée par Khalem Belkacem. Des gens lui ont reproché, Boumedienne notamment lui a reproché. Ce qui n'a pas empêché Boumedienne ensuite de, notamment sur la question des bases militaires, des bases secrètes, d'accepter. Hein, il ne les a pas fermées. Hein. Voilà. C'était un rapport de force. C'est comme ça une négociation. Négociation, bah tu négocies. Hein. Les belligérants avancent leurs prétentions et selon le rapport de force, bah, ils l'emportent ou pas. C'est comme ça. Donc, pour conclure sur ce point, non, le général de Gaulle n'a rien donné. Le peuple algérien l'a acquis. Deuxièmement, le général de Gaulle n'a pas bradé l'intérêt français, il les a défendus au maximum. Au maximum. Il ne pouvait pas faire plus. Voilà. 213, donc à la fin du livre, il faut être sincère, sans être de parti pris, après avoir vécu ce qu'on leur a réservé. Si j'avais été fait là en Kabylie, je me serais certainement moi aussi révolté. Effectivement, certains appelés français n'ont peut-être pas agi de manière très correcte, mais c'est la guerre. Et le propos de ce que je suis en train de vous lire là, est de vous faire comprendre que dans une guerre, des deux côtés, il y a des excès. Il y a des gens qui se comportent bien, et qui se comportent raisonnablement, selon les intérêts de leur patrie, si je puis dire, et puis d'autres qui profitent de la guerre pour commettre des exactions et des horreurs. Alors, ensuite, Rissen va rapporter, alors il en a dit une partie, mais bon, toutes sortes de faits que rapporte l'auteur du livre Yarkouden, où il parle de viol, de bombardements complètement gratuits de petits villages, où il parle de torture, de liquidation, enfin c'est la fête quoi hein, pour ces fumiers. Il dit c'était la guerre. Ah, bon. D'abord, comme souvent avec les oiseaux d'extrême droite, ces bourricots, ils vous parlent de la guerre d'Algérie. Comme si la guerre d'Algérie, c'était, je ne sais pas, c'était tombé du ciel. Il y a un truc qui serait appelé la guerre d'Algérie. C'est pas pourquoi. Tout à coup, tu te réveilles un matin, c'est la guerre d'Algérie. C'est pas pourquoi. Non, la guerre d'Algérie, ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, qui n'ont pas voulu appeler la guerre d'Algérie pendant des années. Hein. C'est très récent qu'on appelle ça la guerre d'Algérie. Et en plus, c'est impropre, hein, parce que c'est même pas la guerre d'Algérie. En tout cas, du point de vue algérien, c'est très clairement
la guerre d'indépendance. Hein? الحرب التحرير. Pas, c'est pas une guerre comme ça entre deux États qui se font la guerre, on ne sait pas pourquoi, pour un bout de terrain ou pour je ne sais quelle frontière, des saintes frontières. Ou... Non, c'est pas ça. C'est que c'est une guerre d'indépendance, tandis que d'un point de vue français, c'est une guerre colonialiste, impérialiste. Ah, déjà, c'est une grande différence. Parce que la guerre d'Algérie, c'est un truc neutre. On croit que c'est la guerre entre la France et l'Allemagne, la guerre entre, je sais pas moi, la Russie et l'Allemagne, ou je ne sais quoi. Ou... Non, c'est pas ça du tout. C'est une guerre d'indépendance d'un côté, c'est une guerre impérialiste, colonialiste de l'autre. Deuxièmement, le conflit, il ne commence pas comme ça. C'est la fin, la conclusion de 130 ans. Enfin, le jour de l'indépendance, on est à 132 ans de colonialisme. 132 ans de destruction, 132 ans de torture, d'exécution, de vol, de viol, de tout ce que tu veux. Parce qu'ils ont tout fait. Les communistes français, ils ont tout fait. Ce qui fait rire, hein. Quand on pense que c'est trop du cul vient de nous emmerder parce que de temps en temps il y a une voiture qui brûle dans la banlieue, et ils viennent vous expliquer que le communisme finalement c'était pas grand chose, hein. Il y a des bienfaits, hein, des bienfaits de ta mère, oui. Bon, et encore, la voiture qui crame, c'est même pas sûr que ça n'a dit rien. Quand tu vois ce que c'est que les banlieues aujourd'hui, enfin quand vous voyez, pardon, ce que sont devenus les banlieues aujourd'hui, bon, il y a des doutes que ce soit des Algériens ou des Nord-Africains. Bien. Alors, dire c'est la guerre, c'était la guerre, non, pas du tout. D'un côté, il y a une lutte d'émancipation, une lutte pour l'indépendance, et de l'autre côté, il y a une lutte de criminels, colonialistes et impérialistes. C'est pas la même chose. Enfin bon, eux, ils n'ont pas l'air de comprendre. Mais c'est pas la même chose. Voilà. Voilà. Page 103. Nous n'avions pas tellement apprécié l'arrivée de ce Kabyle dans la compagnie. Et pour cause. En outre, il ne se cachait pas d'être sympathisant FLN. Il nous a expliqué comment il s'était retrouvé parmi nous, après une rafle des gendarmes venus le chercher un matin dans son village pour qu'il accomplisse son service militaire. Après 4 mois de classe en Allemagne, il avait été réexpédié en Algérie dans l'armée française. Il nous a raconté son aventure dans un français imparfait, en souriant et en montrant ses grosses dents blanches qu'il avait toutes en avant. C'était peut-être un brave type, mais nous avions en lui qu'une confiance relative et par conséquent 2 fois plus de boulot à le surveiller. Il se rendait parfaitement compte de toutes les saloperies accomplies quotidiennement sur ses compatriotes civils par certains gueux de la compagnie. Par sécurité, nous montions donc la garde en même temps que lui, de façon à ce qu'il ne soit jamais seul. C'était pareil dans la chambrée, et nous commencions à en être fatigués. Certains gradés, crédules ou très cons ne comprenaient pas notre méfiance et nous disaient « C'est un Français comme vous, vous n'avez aucune raison d'être inquiet. » Ben voyons, bien sûr, nous étions quand même dans la crainte qu'il ait un jour l'envie de se venger sans faire de distinction, méfiant aussi à cause de récits entendus au sujet de certains harkis. Une nuit, dans un poste situé sur un piton, quelques-uns avaient subitement déserté leur chambre, en emportant les armes avant de ficher le camp. Au petit matin, on avait retrouvé les gars qu'ils avaient pu égorger, sans se faire repérer, avec leur partie génitale dans la bouche. Bon, on comprend que des horreurs ont été commises des deux côtés. Il n'y a pas que les Français qui étaient des salauds pendant la guerre d'Algérie. Du côté du FLN, visiblement, il y avait aussi des gens qui avaient tendance à torturer et à mutiler les Français. Alors, Rissen, décidément, malheureusement, n'arrive vraiment pas à tenir un raisonnement tant soit peu logique et cohérent. Il dit, il y avait donc des méchants parmi l'armée française. Non, c'est pas quelques méchants parmi l'armée française dans son essence même pendant la guerre d'Algérie, c'était une saloperie de A à Z.
C'était une armée impérialiste. Et mais oui, mais alors, les Algériens, des fois, ils torturaient, puis ils faisaient des sourires kabyles. C'est-à-dire, c'était le nom que les Français donnaient à l'égorgement. Bon. Mais enfin, il faut être sérieux. Quel rapport entre les violences d'autodéfense des Algériens et les violences impérialistes, les violences qui avaient pour but de soumettre, d'écraser le peuple algérien? Il n'y a aucun rapport. Il faut être un sale con d'extrême droite pour ne pas comprendre ça. Encore, je répète, hein, ces espèces de saloperies pleurnichent parce que il y a un drapeau algérien pendant un match de foot, parce qu'il y a une voiture qui crame, parce que de temps en temps il y a un keuf, il se prend une baffe. Ils pleurnichent, c'est vraiment, c'est grave. On les entend sans arrêt vraiment geindre comme les poufias qu'ils sont. Mais vous leur parlez de la guerre algérienne. Oh non, non. Non, non, c'était égalité. Oh, il y a des gens bien et des gens bons. Voilà. C'est vraiment misérable. Misérable. Là, ce qu'a fait le FLN, il ne s'agit pas d'approuver chaque geste fait commis par le FLN ou la LN, c'est pas la question. La question est que politiquement, c'est la seule chose qui importe. Politiquement, il n'y a pas égalité. En aucune façon. Et ces imbéciles ne voient même pas qu'ils sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont assis. Ils sont assis. Parce que si tout est équivalent, ben on ne sait pas pourquoi vous le ramenez. N'importe qui peut faire n'importe quoi dans votre pays, vous n'avez rien à dire, puisque c'est pareil, puisque c'est équivalent. Puisqu'une violence est une violence et une autre violence, c'est pareil. Hein? Celui qui se défend, c'est la même chose que celui qui t'agresse. C'est n'importe quoi. C'est misérable. La violence algérienne est une violence politiquement légitime. C'est une violence d'autodéfense. La violence colonialiste de l'armée française est une violence impérialiste, une violence de domination. C'est une violence qui a pour but d'écraser. Certainement pas d'émanciper qui que ce soit. D'écraser. Voilà. Bon, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, hein? Qu'est-ce qu'un Vixen peut comprendre? Qu'est-ce qu'un débile d'extrême droite peut comprendre? Alors, ça, c'était à la page 103. Page 105, juste comme ça. À l'intérieur de la cabane, des militaires français ont investi un village. Dans une demi-pénombre, 4 types de ma section étaient en train de violer une jeune gamine de 16 à 17 ans. 2 gars la tenaient au sol par les bras en lui fermant la bouche. Un autre, le treillis baissé, la chevauchait en rigolant, pendant que le 4e attendait son tour. Vous voyez, c'est pas Allemagne 1945 envahie par les soviétiques. C'est l'Algérie sous occupation de soldats français. Alors, tous les soldats français ne sont pas dégueulasses, puisque lui a refusé de violer la gamine. Mais il y a eu des exactions commises, et je vous le répète, des deux côtés. Alors vous venez d'entendre ce passage où notre ami Rissen lit un passage du bouquin qu'il voulait nous présenter, et où bon, on a le récit d'un viol pur et simple d'une gamine en Kabylie par l'armée française. Et franchement, bon, vous avez entendu le passage. À un moment, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut dire, hein, c'est tellement misérable. Mais il dit, ils n'étaient pas tous salauds. Pourquoi ils n'étaient pas tous salauds? Parce que celui qui rapporte les faits, semble-t-il, se serait abstenu de faire ce qu'ont fait ses camarades. Premièrement, on n'en sait rien, parce que ça veut dire qu'il faudrait que moi, je fasse confiance, et nous tous, fassions confiance à ce que rapporte un putain de tortionnaire de l'armée française. Non, bien sûr, je ne fais aucune confiance à ce que racontent ces gens. Deuxièmement, le fait qu'il soit abstenu de faire une mauvaise chose, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas fait de bonnes choses. La bonne chose, c'était de les empêcher. C'est tout. Il n'y a pas 50 façons de faire. C'était de les empêcher, de leur expliquer, d'argumenter, ou même de les menacer. Voilà. Il sort son flingue, il dit, les gars, vous sortez, je vous filme. Voilà. Bah, ça, c'est un type honorable.
Mais là. Donc après cette petite histoire, il trouve encore le moyen de nous expliquer que il y a du bon et du mauvais. Il y a du bon et du mauvais. Une putain d'armée impérialiste de merde va dans une région, dans un pays, foutent leur merde d'impérialistes. Brûlent, détruisent, fusillent, torturent, violent, volent, et quelques-uns euh, qui sont ainsi agressés se défendent, et ils trouvent le moyen de vous dire qu'il y a égalité, que c'est pareil, qu'il y a du bon et du mauvais. Et n'oubliez jamais que ces mêmes ordures viennent toujours vous faire chier pour des histoires insignifiantes. Ici, une histoire de voiture cramée, une histoire de jeunes qui ont mis quelques coups de latte à des flics ou je ne sais quoi. N'oubliez pas ça, n'oubliez jamais ça. N'oubliez pas à qui vous avez affaire. Ils n'ont aucun sens de l'honneur, aucun sens de la morale. Page 113. La torture, oui effectivement, d'après dans sa compagnie aussi, il y a eu de la torture. Sans se casser le cul, disait-il, cela consistait d'abord à tabasser gentiment le prisonnier pour le mettre en condition, puis de lui attacher les mains dans le dos en le faisant tenir debout, pieds nus, dans une position instable, sur 2 fils de fer tendus à 1 mètre de hauteur, avec une corde autour du cou accrochée à une poutre du plafond. Il avait ainsi toute la nuit pour réfléchir et donner des renseignements si on ne le retrouvait pas pendu d'épuisement le lendemain matin. C'est une manière de faire parler des prisonniers. Alors notre débile de Rissen cite un passage du livre qu'il présente, dans lequel le type explique comment il faisait les tortures, et explique tranquillement que parfois, le matin, on retrouvait les gars morts, les Algériens morts. Et ce Rissen vous dit, oh, bah, bof, c'est comme ça, il n'y a rien de spécial. Par contre, si lui se prenait une grosse baffe dans sa gueule dans la rue, qu'un bougnoul venait le gifler, par exemple, ben, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait qu'il a été agressé, que c'est grave, que la France est envahie, blablabla, et toute sa merde. Voilà. Ces gens n'ont aucun sens de la mesure, aucun sens des réalités, aucun sens de la morale. C'est vraiment de la merde. Alors, il y a un passage très intéressant concernant les mœurs des musulmans dans le cadre d'exactions commises par les soldats français. Pour son Noël personnel, je crois que le capitaine Brignol avait commandé un petit cadeau à l'intendance de l'armement. On lui avait offert à cette occasion un canon de 75 sans recul, tout neuf. Il était pointé sur une mechta kabyle située en contrebas à 2 ou 3 kilomètres à peu près de notre position, que le capitaine scrutait attentivement avec ses grosses jumelles. 2 prisonniers un peu naïfs examinaient le canon en rigolant, encouragés par Brignol, qui les regardait d'un air moqueur en leur disant qu'ils n'allaient pas être déçus du voyage. La douille des obus de 75 a la particularité d'être percée de larges trous, d'où s'échappent les gaz d'explosion quand le coup part, ce qui évite le recul du canon, d'où son nom. Inutile de dire que lorsque le tir a été déclenché, les 2 Fels, innocemment trop près de l'engin, soufflés par l'explosion, se sont retrouvés sur le cul comme des couillons, à quelques pas de là, superficiellement chauffés par le gaz expulsé de l'étui. Il visait bien le vieux. À l'aide de ses jumelles, il a voulu absolument nous faire admirer le résultat de son tir. L'obus avait traversé la mechta de part en part, dans un nuage de fumée. Écoutez ça. Quelques heures plus tard, les habitants des lieux, stoïques, venaient par la route se faire soigner dans notre infirmerie. En tête, l'homme intact, assis sur son âne, sa femme marchant derrière, couverte de sang, le bras en écharpe, ne tenant plus que par les chairs, les os à découvert. Voilà, là on est fin 57, début 1958.
ce ne sont pas des islamistes, ce sont juste des musulmans normaux, modérés, mais vous voyez comment les femmes sont considérées dans le monde musulman, comment elles l'étaient à l'époque, et je pense encore aujourd'hui. Voilà, il ne s'agit pas de dérives ultra-radicales, c'est une manière normale dans l'islam de considérer les femmes. Donc, en ce qui concerne les féministes occidentales, juives ou pas juives, hein, mais c'est vrai que les féministes, les leaders du féminisme sont souvent des femmes juives, que regardez-vous dans la religion juive ou dans la religion musulmane, plutôt que toujours d'accuser l'homme blanc d'être coupable de toutes les dérives. Regardez un petit peu de ce côté-là et regardez aussi un petit peu du côté du judaïsme orthodoxe. Je crois que c'est à peu près. Alors ce passage, franchement, là je ne sais pas, on quitte la Terre, on entre dans le cosmos, parce que c'est vraiment absolument terrible. Hein. C'est à la fois ridicule et terrible, terrible, pour cet abruti, pour tout le courant de merde qu'il représente. Bien, alors allons-y. Il raconte une anecdote terrifiante sur la pourriture de l'armée colonialiste. Alors vous l'avez entendu, hein, je ne vais pas tout reprendre un par un. Enfin bon, pour son anniversaire, le capitaine de merde, ou capitaine, ou je sais pas, je sais pas. Bon, c'est quoi son grade exactement, mais enfin, il décide de pilonner un petit village dans le coin, juste pour jouer, comme ça, hein. Il n'y a aucun danger, il n'y a aucun objectif militaire, c'est juste pour jouer. Il bute des gens pour jouer. Les enfants de putain visaient des Algériens pour jouer. Voilà. Donc, cet imbécile de Rissen rapporte donc l'événement. Et ensuite, quelques heures plus tard, l'auteur du bouquin, le soldat, qui est donc un soldat, raconte qu'il voit arriver les gens de ce petit village vers la base militaire française pour se faire soigner. Bon, déjà, je dis tout de suite, je ne crois pas une seconde à cette version. Parce que tout simplement, quand on connaît un peu l'histoire de la guerre d'Algérie, et quand on connaît les directives de l'ALN à l'époque, bien sûr, les gens n'allaient pas se faire soigner, ne fréquentaient pas, c'est tout simple, ne fréquentaient pas les positions militaires françaises, ni les postes de santé français, militaires. Hein. Ils pouvaient aller à l'hôpital civil, il n'y a pas de problème. Ils pouvaient aller même chez les pères blancs, il n'y avait pas de problème. Ou alors ils attendaient le passage la nuit des infirmiers de la LN. Mais jamais ils ne se rendaient, c'était une consigne très stricte, ne se rendaient dans les positions, les bases, etc., les points de contrôle militaires français, déjà. Mais enfin, admettons que il ait vu passer ces villageois qui fuyaient. Je répète, qui fuyaient un bombardement gratuit du pur sadisme de fumier, d'ordures, d'enculés de l'armée française. Voilà, c'est ça hein, qui s'est passé. Rien d'autre. Hein. Alors, le Rissen, là, bondit, ses petites jambes de trou du cul d'extrême droite, pour expliquer que voilà les musulmans. Voilà ce que font les musulmans. Les musulmans, le type il est assis sur son bourricot, tandis que sa femme derrière, Mskina, blessée, trottine derrière son mari. Évidemment, c'est possible. Hein. On n'est pas des irréalistes, on n'est pas des menteurs. Il n'est pas exclu qu'effectivement une telle chose ait pu se produire. Ah, on va parler un peu plus précisément de cette question du statut des femmes en islam, puisque c'est à ça qui va arriver. Mais enfin, vous voyez le caractère pervers de la question.
Parce qu'on part d'un quelque chose qui relève en termes juridiques d'un crime de guerre, ni plus ni moins. C'est un crime de guerre. Les enculés de l'armée française qui ont fait ça, mais pas qu'une fois, hein. C'était tous les jours comme ça. Hein. C'est pas... Franchement. Bon, qui ont fait ça sont des criminels, évidemment. Mais ça n'a pas l'air de l'intéresser. Alors, on s'en fout. Ce qui intéresse, c'est qu'il y avait un rebeu qui est resté sur son bourricot, tandis que sa femme, qui était blessée, trottinait derrière. Et il en conclut donc que l'islam traite mal les femmes et que c'est comme ça, et blablabla. Et que, rajoute-t-il, les féministes qui sont juifs, là il fallait qu'il ramène les juifs à un moment ou à un autre, il les a ramenés là, que les féministes, qui sont donc des juifs selon lui, des juifs, feraient mieux de s'occuper des musulmans que de l'homme blanc. Waouh, en 2-3 minutes, le gars, il a concentré toute la merde d'extrême droite sous tous ses aspects. Bon. Donc nous disons, hein, pour revenir sur le fait lui-même, c'est une agression caractérisée des salopards de l'armée française, qui pilonnaient un village algérien. C'est ça, là. C'est lui qui le raconte. Hein. Et ensuite, il voit donc, je ne vais pas rappeler le détail, je l'ai déjà dit, et il conclut donc de tout ça que, à partir de ce fait unique, il conclut donc que les musulmans traitent mal leurs femmes. Si je dis, par exemple, que les prêtres catholiques, et c'est pas qu'une fois, hein, agressent sexuellement des enfants, est-ce que je suis légitime à conclure que le catholicisme est une religion d'enculés, de violeurs? Est-ce que je peux dire ça? Non, bien sûr, je ne peux pas dire une chose pareille. À partir d'un fait particulier, même si en l'occurrence il a été répété un nombre très important de fois, mais je ne peux pas conclure que le catholicisme est une religion de pédophiles, de violeurs. Ça n'a pas de sens. Admettons que le fait rapporté par le militaire français cité par Hissène, admettons qu'il soit vrai. En quoi ça permet de conclure quoi que ce soit sur le sort des femmes en islam, ou du statut des femmes en islam? Deuxièmement, il dit, par exemple, le statut des femmes en islam. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas l'islam, il n'y a pas un statut en islam. L'islam, c'est pas une seule chose. On confond, et bon, lui le premier, mais d'autres, hein, confondent la question de l'islam en tant que dogme religieux. C'est-à-dire, c'est quoi au fond? L'islam, c'est une religion du salut personnel de l'âme. Voilà. Disons que l'islam pose la question, ou plutôt affirme d'une part que Dieu existe, deuxièmement que chaque être humain possède une âme et que cette âme et le corps après la résurrection est éternel. Mais que l'éternité peut être vécue de deux manières, soit au paradis, soit en enfer. Si tu veux aller au paradis, tu dois te conduire d'une certaine manière. Tu dois obéir à certaines prescriptions. Si tu n'obéis pas à ces prescriptions, il est tout à fait possible que tu ailles en enfer. Encore que le Coran dit clairement que Dieu est celui qui pardonne absolument. Donc, on peut espérer que chacun ira au paradis. Voilà. C'est ça, la religion islamique à la base, c'est ça. Le cœur, c'est ça. C'est se sauver. Sauver sa vie éternelle. Voilà. Le salut éternel. Bon. Le reste, ça n'existe pas, l'islam. L'islam, c'est toutes sortes de gens différents, dans des pays différents, qui parlent des langues différentes, qui mangent de façon différente, etc., etc. Ça n'existe pas. L'islam,
au singulier. Même en termes de doctrine, à part le point fondamental que j'ai dit il y a un instant, tout le reste est très très variable. Il y a des courants islamiques qui diront que même si tu n'obéis pas aux détails des prescriptions islamiques, c'est pas une raison que tu ailles en enfer. À l'inverse, d'autres disent, si tu manques un seul détail des prescriptions, tu iras en enfer. Il y a toutes sortes de courants. Mais alors, à une quantité telle que on peut même pas les recenser. Mais enfin, ce qui est vrai de l'islam est vrai même du christianisme. Les courants, c'est pas ce qui manque. Hein. Bien. Donc, l'islam au singulier ne veut rien dire. Un exemple particulier, on parle de gens qui fuient un village qui a été pilonné par la putain d'armée française coloniale, où des gens prennent la fuite, le type arrive à conclure, le Rissen est l'imbécile qui a écrit le bouquin, arrive à conclure que ça montre le statut dévalorisé des femmes en islam. Franchement, c'est ridicule, c'est misérable. S'il n'y a que ça comme exemple, ça vaut rien. Maintenant, considérons un peu plutôt le statut des femmes en Europe, chez ce qu'il appelle les blancs. Mais le statut, entre guillemets, blanc, hein, parce que je répète, il y a autant de blancs. Alors, c'est pas les mêmes, c'est pas des blancs européens, mais c'est des blancs. Il y a des blancs dans le sud, il y a des blancs en Afrique du Nord, il y a des blancs en Turquie, il y en a au Moyen-Orient, il y en a en Iran, il y en a partout. Hein. Il y en a plein de blancs dans le sud. Ils sont pas européens, mais c'est des blancs quand même. Alors, pour revenir maintenant à cette opposition qu'il fait, donc il y aurait le statut de la femme en islam qui serait vraiment de la merde. Hein. Les femmes seraient traitées comme des sous-êtres humains. Hein. Et il conclut ça à partir d'un fait. À partir d'un élément. Au passage, écoutez son langage stupide, hein. Il parle de musulmans modérés, il parle de n'importe quoi. Il s'agit de paysans qui viennent d'être pilonnés par la putain d'armée française, et le type, il en est en train de nous faire chier avec ces histoires de musulmans modérés. C'est vraiment n'importe quoi. C'est pathologique. Hein. Mais enfin, venons-en maintenant. Situation des femmes en Europe, les femmes européennes, par exemple. Mais enfin, ce que les féministes appellent les féminicides, c'est quand même pas les musulmans. Alors peut-être que dans la totalité des cas qui ont été comptés depuis janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, on est combien aujourd'hui? Le 19 septembre 2019, il semble que les associations féministes aient compté 110, ce qu'elles appellent féminicides. Bon, on peut discuter sur le vocabulaire, etc. Mais enfin, ça veut dire 109 femmes ou 110 femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint ou petit ami, enfin, etc. Bien. Admettons que dans le tas, il y en a quelques-uns qui soient imputables à des Nord-Africains, admettons. Mais enfin, c'est pas la totalité, certainement pas. D'accord? Donc, si je prends un exemple, je trouve un Français qui a buté sa femme, quelle que soit la raison, à coup de poing, ou bien au couteau, ou en l'écrasant en voiture, enfin peu importe la manière dont il s'y est pris, je prends cet exemple et je pourrais dire, ah, mais voilà la preuve que comment les Français, les Européens de souche traitent les femmes. Ils ne savent faire que des féminicides. C'est tout. Alors on pourrait me dire, oui, mais vous exagérez, le statut quand même des femmes, c'est pas pareil. Prenez la question de l'héritage, le droit de conduire ou pas conduire, enfin je sais pas quoi, les vêtements, etc. Bon, déjà, je mets de côté l'histoire de conduire ou pas conduire. Dans 90% des pays musulmans, il n'y a jamais eu de problème pour que les femmes conduisent. Hein. C'était très spécifique à ce pays très particulier qu'est l'Arabie Saoudite. Bon, même au Pakistan, je crois qu'ils ont le droit de conduire. Alors, les femmes ont le droit de conduire. On va vérifier, mais je crois que c'est le cas. Voilà. Donc, revenons-en
à l'histoire donc du statut des femmes. Mais le statut des femmes au sens juridique est meilleur aujourd'hui en Europe qu'il n'est dans les pays, disons, de droit musulman. C'est vrai. Disons que c'est un système beaucoup plus égalitaire. C'est vrai, on ne va pas discuter ça, on ne va pas le contester. C'est un fait. Mais depuis quand? Mais c'est très récent. C'est très récent. Jusqu'à la fin des années 70, des années, disons début des années 80, le droit des femmes n'était pas comparable à celui qui est aujourd'hui en France. Pendant longtemps, les femmes, par exemple, n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Le droit des femmes date de 1945. Enfin, toutes sortes de choses. Hein. Je ne faudrait reprendre toutes les lois qui ont été votées depuis maintenant un demi-siècle et qui ont permis aux femmes européennes, françaises, d'avoir le statut qu'elles ont aujourd'hui. Par ailleurs, hein, on reconnaît sans difficulté que ce statut juridique est beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus libre, si on veut. Mais, on pourrait poser la question, est-ce que c'est franchement un but en soi? Est-ce que réellement les femmes en Europe, en France, sont spécialement plus heureuses que les autres? C'est une question. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Parce que quand on voit, par exemple, le taux des femmes françaises, mais européennes en général, mais françaises, puisque c'est le cas qui nous intéresse, qui sont, à partir de 40 ans, vivent toutes seules. Hein, c'est un pourcentage très important de la population féminine. Ce sont des vieilles filles, elles deviennent vieilles filles à 40 ans. Elles n'ont plus de vie. Vivent toutes seules dans leur coin. Bof. Est-ce que c'est vraiment un statut très enviable? Hein? Puis quelques-unes, par exemple, se réveillent vers 80 ans et décident qu'il faut mettre une mini-jupe, qu'il faut partir, par exemple, au Sénégal, aller chercher de jeunes Africains de 17-18 ans, qu'elles ramènent en France. Et puis, bah, évidemment, il arrive ce qu'il arrive. C'est qu'une fois que le gars est arrivé, qu'il a eu ses papiers, etc., qu'il a gratté ce qu'il a pu, bah, il disparaît, forcément. Je cite pas ce cas par hasard, hein, parce que c'est un vrai cas, qui a réellement existé. Hein, d'une femme, alors il n'y en a pas qu'une, hein, on connaît, il y a d'innombrables exemples de choses qui se passent comme ça. Est-ce que franchement, une vie pour une femme, dans cette situation-là, est spécialement meilleure que la vie des femmes ordinaires, du statut ordinaire, par exemple en Afrique du Nord, ou chez les Nord-Africains en France? C'est vous qui présentez ça comme étant un esclavagisme, comme étant des souffrances. Attention, hein, nous ne disons pas qu'il n'y a pas du tout de cas aberrants ou de cas vraiment graves, etc. Évidemment qu'il y en a. Et évidemment qu'il faut s'y opposer, c'est clair. Mais enfin, regardez un peu le statut des femmes névrosées européennes. Vraiment névrosées. Qui vivent, encore une fois, je répète, seules, qui vivent accompagnées soit par l'alcool, soit par les antidépresseurs, soit comme aux États-Unis par les opiacés, là, qui font des dégâts considérables. C'est des vies misérables. C'est des vies misérables. Voilà, donc, donner l'exemple comme ça inconsidérément, faut y réfléchir à deux fois. Hein. Enfin, si on veut parler du statut des femmes à l'échelle mondiale, parce que pourquoi s'en tenir qu'à nous? Considérons à l'échelle mondiale. Si vous connaissez le statut des femmes, par exemple en Inde, franchement, il vaut mieux être nord-africaine, et de très 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 loin. Ou dans certains endroits d'Afrique subsaharienne. Voilà. Donc, ça vaut rien. C'est de la merde. Il ne dit pas ça, Rissen, ou l'auteur qu'il cite, par compassion pour les femmes, ou par solidarité pour les femmes musulmanes. Pas du tout, ils n'ont rien à foutre. Non, c'est juste encore essayer de nous critiquer gratuitement. Tout à fait gratuitement. Ah bah ça sert à rien, c'est raté.
près du même niveau. Hein. Alors, deuxième livre, Maud Marin, Pitié pour les victimes. C'est un livre de 1996. Maud Marin était avocate, commis d'office en Seine-Saint-Denis, au tribunal de Bobigny. Donc pour ceux qui pensent que les affres de l'immigration débutent dans les années 2010, faux, on est en 1996 et elle nous parle en l'occurrence d'une expérience qui date de 1990. Il y avait déjà beaucoup de problèmes d'immigration en 1990, ce n'est pas nouveau. Donc pour les jeunes de 18-20 ans, vous n'êtes pas les premiers à subir cette immigration massive. C'était déjà le cas à la génération. Dans le court passage que nous venons d'entendre, Hervé Ryssen fait son malin, fait son historien de pacotille, comme pour le reste, comme sur la guerre d'Algérie, etc., le colonialisme, etc. Là, il explique comme s'il venait de faire une découverte tout à fait extraordinaire, peut-être même qu'il pense mériter le prix Nobel, et il vient de nous expliquer que les affres de l'immigration n'auraient pas commencé dans les années 2010, mais plutôt dans les années 90. Mais c'est terrible, hein, c'est rentré. Pourtant, c'est un trou du cul d'extrême droite, donc il devrait connaître au moins la littérature d'extrême droite. Hein, par exemple, prenons juste le parti de Kharia, le parti de Front National, qui s'appelle Rassemblement National. Ben, il existait déjà bien avant, il existait depuis les années 70. Mais avant les années 70, vous aviez des centaines de groupes de merde d'extrême droite. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces groupes d'extrême droite? Eh ben, ils dénonçaient déjà le baratin anti-immigration. Enfin, c'est même pas anti-immigration, c'était anti-algérien. Hein. Bon, faut être clair. Mais voilà, le problème, c'est que cette Brel, comme toutes les autres de son espèce, ne connaissent rien. Déjà, l'histoire de France, ils n'y connaissent rien, ça je vous le garantis. Ils n'ont pas de culture historique digne de ce nom. Ils vous emmerdent avec la France toute la journée. D'ailleurs, ils ne disent même plus la France, hein. Un coup c'est européen, occidental, blanc, bon. Même la France en tant que nation, en tant qu'histoire, en tant que civilisation, ils la connaissent pas. Mais les réalités historiques françaises, ils ne les connaissent pas. Ce sont des nullités absolues. Vraiment, faut avoir ça en tête quand vous pensez à ces gens-là. Hein. Bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent autant de conneries. Hein. Bon. Non, mais évidemment, l'histoire des questions, ce qu'il appelle les lafres de l'immigration, c'est-à-dire les problèmes, les soucis créés par l'immigration. Mais en réalité, du point de vue de la merde d'extrême droite, c'est depuis toujours. Encore une fois, j'ai déjà donné dans d'autres vidéos des exemples, et là, c'était même pas nous. C'était même pas les Nord-Africains. C'était les Espagnols, c'était les Italiens, c'était... Voilà. Donc, l'immigration, c'est un phénomène, dans sa totalité, qui a plus de 150 ans d'existence. Un peu plus. Bon. S'agissant de l'immigration nord-africaine, c'est 120 ans. Ils savent pas ça, c'est trop du cul. Mais c'est 120 ans. J'en ai donné dans les vidéos précédentes plus d'un exemple. Et on recommencera à l'avenir. En faisant des choses un peu plus précises, un peu plus historiques pour fixer un peu. Vous savez, bon, pour nous, à Barricade nord-africaine, on n'a rien à cirer de Ryssen et de tous les débiles pareils. Mais il est important que les Nord-Africains vraiment se forment un peu aux questions historiques. Souvent, ils sont désarmés à cause de ça. Prenez le débat qu'il y a eu entre le Bel'Atar, une espèce de Ahmad, de Bel'Atar, avec Zemmour. Comment Zemmour l'a explosé? Comment Zemmour a explosé Bel'Atar? Ben, tout simplement parce que ce Bel'Atar, c'est un crétin, c'est un Ahmad, c'est un Arioul. Il sait rien foutre, il ne connaît rien. Il n'a pas de culture historique. Ah. Ces mecs-là, ils pensent que l'histoire des Nord-Africains commence avec l'arrivée de leur mère, ou de leur père, ou leur chameau, la malade. Je sais pas. Bon. Ils n'ont pas de culture, en conséquence de quoi ils ne sont pas en mesure de faire face. Ils n'ont pas de culture historique. Ils ont à peine leur culture familiale maximale, mais ils n'ont pas de culture historique digne de ce nom. Voilà. Mais Ryssen non plus. Ryssen, il fait le grand, genre il explique aux plus jeunes fachos de merde. Il leur explique que non, nous les vieux, on sait que c'était avant 2010. Non, trou du cul, c'est bien plus ancien encore. Hein?
Ah, maintenant, si vous parlez des Blacks, c'est encore autre chose, hein. Les subsahariens, oui, c'est très récent. Le caractère massif subsaharien, oui, c'est 20 ans, 25 ans, bon, 30 ans, poussant maximum. Mais c'est pas davantage. Les Asiatiques, encore un peu plus récents. Hein. Bon, alors, il faut faire la différence entre Asiatiques, les Chinois, les Vietnamiens, les Cambodgiens. Bon, c'est plutôt les années... Pour les Cambodgiens et Vietnamiens, c'est les boat people, tout ça, c'est les années 70. Les Chinois, c'est un peu après. C'est après la grande ouverture chinoise, donc c'est début des années 90. Fin des années 80, début des années 90. Même si, il faut savoir qu'il y a eu une très ancienne immigration chinoise qui date de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir ça. Même si la plupart ont été renvoyés chez eux, mais il en est resté un petit nombre. Et il faut savoir que des gens qui ont compté beaucoup dans l'histoire de la Chine, songez à Zhou Enlai, songez à Deng Xiaoping, et ben tous ces gars-là étaient ouvriers en France au moment de la Première Guerre mondiale. Il faut le savoir. C'était des ouvriers chez Renault. Ça vaut aussi pour les Vietnamiens. Il y a eu par exemple, Ho Chi Minh ou le général Giap également c'est un peu plus tard, dans les années 20, mais sont passés par la France. Mais disons, les grandes masses telles qu'on les connaît aujourd'hui sont très récentes. Voilà. Mais je pourrais en parler pendant des heures. C'est toute la différence entre quelqu'un qui connaît un peu le sujet et ceux qui n'y connaissent rien du tout. Et Rissen et toute la merde d'extrême droite ne connaissent rien à ce sujet. Il faut ajouter, malheureusement, hein, même ceux qui parfois, des Français qui nous sont favorables, etc., en tout cas qui ne sont pas hostiles, hein, il y en a beaucoup, Dieu merci. Mais même eux, en général, ne connaissent pas le sujet, hein, ils ne connaissent pas l'histoire de l'immigration en France. Hein. Par exemple, ils répètent tous comme des brels que les Nord-Africains seraient arrivés après les Européens. Mais c'est pas vrai. Ou alors ils disent, par exemple, après les Portugais. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, à propos d'ailleurs de la question des Algériens, des Portugais, je présenterai une vidéo dès qu'on pourra, hein, on pourra réunir la petite équipe là, de barricades nord-africaines, on prépare une autre, qui sera justement sur ce sujet, et où je vous montrerai comment, pour quel motif, il y a une immigration portugaise en France. Et vous allez être surpris de la raison. Et je vais vous citer les responsables, ceux qui ont mené toute l'opération, hein, notamment M. Massenet. Mais nous y reviendrons plus tard. Voilà. Donc c'était un petit point, enfin, qui pourrait durer des heures. Hein. Mais enfin, c'était sur un petit point sur la question historique. Précédente. Alors, petit passage qui nous ramène encore aux mœurs musulmanes et à cette manière de considérer les femmes dans le monde musulman. Véronique, donc c'est une cliente de cette avocate, Maude Marin, pitié pour les victimes. Véronique, née en 1969, étudiante dans le 93, rencontre un étudiant marocain, Hassan. Ils s'aiment et décident de se marier en août 1989. Les parents sont d'accord. Pas de racisme en France multiethnique et multiculturelle. Véronique restera catholique et Hassan restera musulman. Promesse solennelle faite devant le conseil de famille. Grâce à ce mariage, l'étudiant marocain obtient la nationalité française en 1990. Aussitôt, il fait pression sur sa femme pour qu'elle abjure le christianisme. Elle résiste pendant 5 ans avant de se décider à quitter son mari. Le témoignage de Véronique est éclairant. Avant, dit-elle, de nous marier, on s'était mis d'accord pour que je garde ma religion et lui la sienne. Une fois marié, son comportement a changé. Et Maude Marin ajoute, entre parenthèses, cette dernière phrase, combien de fois l'ai-je entendue? Il me demandait de faire les prières tous les jours alors que je ne connais pas l'arabe, et je devais faire aussi le ramadan. Il ne me laissait pas manger du porc, des aliments qui avaient de la graisse animale, boire du vin, tout ce qui n'était pas traité selon sa religion. Il ne voulait pas que je traverse le centre commercial, que j'aille voir ma famille, que je me promène toute seule. Je devais être à la maison quand il arrivait. Je ne pouvais pas non plus avoir des amis. Je n'avais pas le droit de me maquiller, ni de mettre des vêtements modernes. Short, jupe courte, car il disait que je ressemblais à Satan.
Je ne devais pas écouter la radio ou des cassettes. Pour lui, c'était de la musique du diable. Il me disait d'écouter plutôt le Coran. Il m'imposait de regarder ce qui lui plaisait à la télévision et il m'obligeait à regarder des cassettes vidéo islamistes. Il ramenait des copains sans arrêt avec qui il discutait en arabe jusqu'à 2-3 heures du matin. Je ne pouvais pas rester dans la pièce où ils étaient. Je devais être dans la cuisine ou dans la chambre, la porte fermée. Pour eux, la femme ne doit pas être dans la même pièce. C'est contraire à leurs principes. J'ai supporté cela pendant 5 ans. Maintenant, c'est impossible, car il était devenu de plus en plus agressif. Un jour, il m'a mis un couteau sous la gorge, car je voulais partir rendre visite à mes grands-parents, en attendant qu'ils se calment. Il me disait que si je mettais un pied dehors, il me couperait la tête et l'enverrait à mes grands-parents. Une autre fois, il m'a lancé une poubelle en plein visage, car le repas n'était pas prêt à temps. La nuit, il me faisait des remontrances sur son comportement, sur mon comportement, et ce jusqu'à des heures avancées de la nuit. Après 5 ans de ce régime, Véronique s'est sauvée et a pu se mettre à l'abri chez sa mère. Alors pour finir, Rissen nous parle d'un bouquin paru dans les années 90, écrit semble-t-il par une avocate, et qui raconte l'histoire d'une femme qui est mariée avec semble-t-il, un Marocain. Et bon, il se passe toutes sortes de choses. Alors, cette fille qui s'appelle Véronique, et vous connaissez la chanson de Qui la tienne, 10, etc. Hein, ça, c'était le moment culture générale. Bon, on revient au truc sérieux. Il nous parle donc, il nous prend cet exemple donc d'une Française qui aurait été persécutée par un Marocain. Mais par persécuter, c'est même pas des coups, c'est même pas des violences, c'est même pas ça. C'est que le gars, il l'aurait empêché de manger de hallouf. Il lui aurait empêché, en France, hein, pas au Maroc, hein, en France. Il l'aurait empêché d'aller au supermarché ou de voir ses parents. Bon. Et de tout ça, notre couillon de Rissen conclut que ce sont les mœurs musulmanes. Bon. Alors déjà, on pourrait lui dire, lorsqu'un curé attrape quelques gamins et qu'il leur fait ce que vous savez, faut-il conclure que les mœurs du christianisme, du catholicisme en particulier, se résument à la dépravation de pédomaniaques? Est-ce que c'est ça? Bien sûr que non. Nous, on n'est pas des Rissen, nous. Nous, on est des gens honnêtes. Donc on sait très bien que c'est absurde de vouloir juger les catholiques sur une base pareille. Voilà. Mais Rissen, non, lui, il est d'accord. Il pense qu'il peut juger les mœurs musulmanes. Voilà. Donc, quel commentaire ajouter à ça? On pourrait traiter et on le fera tôt ou tard, sur la question de ce qu'ils appellent l'islam, les musulmans. Encore une fois, c'est du confusionnisme total. Nous avons déjà fait la remarque plus haut dans la vidéo. Voilà, donc sa démonstration se termine, ce qui n'est même pas une démonstration. Hein. Il a pris tout ce qui lui est tombé sous la main, du confusionnisme d'extrême droite, de l'incompétence, bref, de la merde. Comme nous venons de le voir, ce débile de Rissen, comme tous les autres idéologues d'extrême droite, sont aussi incompétents que fanatiques. Ils ignorent les faits historiques les plus faciles à vérifier, avec une nonchalance qui mérite les crachats, et le cas échéant, les coups. Parce que, au final, ce qui nous occupe là n'est pas qu'une affaire intellectuelle, mais bien la manifestation verbale que, si les circonstances le permettaient, se transformera en pure et simple violence physique. Disons-le plus simplement, si ces pourritures d'extrême droite pouvaient nous lyncher, elles le feraient sur le champ. C'est le genre de choses qu'il vaut mieux savoir, ne pas oublier, et dans la mesure du possible, prévenir en s'y préparant.